Bonjour et bienvenue sur la chaîne Journal d'une bibliothécaire. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale rentrée littéraire. La rentrée littéraire, vous en avez très certainement entendu parler en ce moment parce que c'est la grande période. Mais la rentrée littéraire, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? La rentrée littéraire, c'est un événement typiquement français. On nous regarde beaucoup à l'international parce que on fait ça que chez nous. Il y a deux moments dans l'année où il y a la rentrée. Il y a cette grande rentrée littéraire du mois de septembre et il y en a une un peu moins médiatisée qui a lieu en janvier. La rentrée littéraire, ce sont tous les romans qui vont sortir en librairie de mi-août à jusqu'à fin octobre et qui ont été recensés en juillet par des organismes littéraires comme par exemple Livre Hebdo. Dans les médias les plus courants, on parle avant tout de la rentrée littéraire adulte où on présente les romans adultes qui vont sortir et on parle un peu moins de la rentrée littéraire en jeunesse. J'avais très envie, en tant que bibliothécaire jeunesse, de vous présenter cette rentrée littéraire-là parce que il y a aussi des romans jeunesse qui sortent lors de la rentrée littéraire. J'en ai lu quelques-uns que j'avais très envie de vous partager. Je vais donc commencer par ceux que j'ai lus et ensuite je vais vous présenter ceux que je n'ai pas lus mais qui me paraissent être très intéressants et à surveiller de très près. Commençons par Dents de soie de Mel Desargues qui est sorti le 24 août aux éditions Slalom et qui s'adresse à un public à partir environ de 14 ans. Dans Dents de soie, on va suivre deux personnages, on va alterner la narration avec Devin, qui est un sanguis. Donc un sanguis, c'est une sorte de vampire qui a été puni et à qui on a arraché les deux canines. Donc ça, c'est une honte ultime, un gros déshonneur pour les sanguis. Il va devenir esclave et ensuite il va être envoyé dans une mine d'argent pour y mourir. Il va être sauvé par notre autre personnage de cette histoire, qui est le personnage principal, qui s'appelle Nevi. Nevi, c'est un personnage très particulier que j'ai trouvé très intéressant, puisque c'est une fée des dents. Le destin en a décidé, puisque dans ce monde, les fées, quand elles naissent, elles ne choisissent pas leur affectation. Nevi, c'est un personnage qui sait ce qu'elle veut, c'est une sorte de grosse boule rose qui traverse le roman comme un boulet de canon. Elle est très puissante et elle avait toutes les caractéristiques pour devenir une marraine. Donc la marraine des contes de fées, celle qui aide la princesse à trouver son prince charmant. Mais voilà, le destin en a décidé autrement et elle se retrouve fée des dents à devoir soigner des caries, arracher des dents et vivre dans un palais qui sent très mauvais de la bouche. Mais Nevi, c'est un personnage qui sait ce qu'elle veut et elle décide de forcer le destin et elle va aider Devin à devenir ce qu'il doit devenir et elle va devenir en fait sa marraine. Donc Devin devient sa princesse. Celui-ci, je vous le conseille vraiment. Déjà pour son autrice, moi j'aime beaucoup ce que fait Mel Desargues. Je vous invite vraiment à découvrir tous ses autres romans, qu'ils soient de fantasy ou non. Dans ces mondes de fantasy, elle invente systématiquement un monde très original avec des personnages très intéressants et elle écrit avec ce ton incisif qui moi me plaît vraiment beaucoup. Là on est quand même avec des personnages, on a un vampire d'un côté, une fée de l'autre qui vont vivre une sorte de romance. Je vous en dis pas plus, mais rien que pour cette histoire et pour l'écriture de Maëlle Desargues, vraiment c'est un livre à pas rater. Continuons avec Charlie au fil de son destin de Peggy Boudeville qui est sorti le 1er septembre aux éditions Fleurus. On va suivre les aventures de Charlie, une jeune fille qui vit dans le nord de la France en 1931 entre deux guerres, alors que l'entreprise textile est encore florissante mais commence à montrer des signes de faiblesse. Charlie est la dernière fille d'une famille dans laquelle on est de contremaître de père en fils. En tant que fille, son père estime qu'elle ne sert pas à grand-chose, il lui fait arrêter ses études et envisage de la marier le plus rapidement possible. Or, Charlie est très intelligente, elle est très créative et elle pourrait apporter beaucoup dans l'entreprise de son père, mais lui, pour elle, c'est qu'une fille, elle sert pas à grand-chose. Elle va décider de prendre son destin en main lorsque le hasard fait que c'est elle qui va devoir gérer une commande pour une riche cliente à Paris. Elle va alors faire l'impensable pour elle et essayer quelque chose qui va lui réussir. Bien sûr, là on est sur un roman à destination à peu près des 11 ans, donc un roman jeunesse, où toutes les choses se passent bien. Dès que Charlie va essayer quelque chose, ça va lui réussir.
mais c'est un message d'espoir pour les enfants qui sont des fois on va leur dire par exemple qu'ils vont rien faire de leur vie, qu'ils sont pas doués pour certaines choses. Eh ben non, on peut essayer de forcer son destin et d'au moins essayer. Peut-être qu'il y aura un échec, mais c'est pas grave. On essaye parce que celui qui essaie pas, bah, il se passera rien. Donc c'est vraiment la grosse thématique de ce roman. Passons maintenant à un tome 2 avec Mila et Bulle, La tempête de Parmesan d'Agnès Marot qui est sorti le 7 septembre aux éditions Scrinéo. Dans le monde de Mila et Bulle, tout se mange. Dans le premier tome, on était dans un monde très très sucré où il y avait du chocolat un peu partout, les fleurs avaient des parfums type fraises, pêche, etc. Et les cailloux, par exemple, c'était des bonbons acidulés. Je vous laisse découvrir l'avis que j'ai pu écrire sur le blog en description de cette vidéo si vous avez envie de découvrir ce premier tome. Le tome 2 est tout aussi intéressant. Moi-même, je l'ai préféré au premier tome. Et là, on va s'intéresser à un monde un peu plus de fromage, puisqu'on va être avec du parmesan, des lacs de camembert fondus, par exemple. Dans cette histoire, on est avec Bulle qui est un dragon qui a été découvert tout seul dans la forêt par Mila. Depuis, ils sont très amis, ils ne se quittent plus. Dans ce second tome, Bulle aimerait découvrir ses origines et retrouver sa mère si possible. Mila, au début, comprend pas trop pourquoi il veut retrouver sa mère, alors qu'il a ses parents, elle et elle. Comme leur amitié est très forte, elle va comprendre et va décider de l'aider et ils vont partir à l'aventure à la recherche de la maman de Bulle. En plus, il s'avère qu'il y aurait un dragon dans les parages qui détruit un peu tout et ça va permettre aussi de découvrir pourquoi ce dragon fait ce genre de choses. Dans cette aventure, on est avec une chouette histoire pour les à peu près 8 ans. C'est un premier roman. Premier roman dans le sens où c'est un premier roman pour les enfants, avec beaucoup d'illustrations, une histoire prenante avec cette enquête en fait qu'ils vont mener, ils vont partir à l'aventure. L'univers est très chouette à découvrir aussi. J'ai vraiment très très hâte de découvrir les autres tomes et ce que l'autrice va nous inventer. Ce tome va donc aborder la quête d'identité, l'envie d'en savoir plus sur ses origines et sur l'amitié et la famille qu'on peut se construire aussi. Je vous conseille vivement Mila et Bulle pour l'autrice déjà parce que c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup. Elle a écrit d'autres textes que je vous invite à découvrir aussi sur le blog. Pour l'univers très imagé, très original qu'elle a su créer avec cette série de romans et pour la thématique de celui-ci qui va aborder la quête d'identité et l'envie d'en savoir plus sur ses origines et comment on peut aussi se construire une famille. Passons maintenant au manoir de Castle Cats d'Alain Tépuy-Ségur, le tome 1 qui est sorti le 14 septembre aux éditions Scrinéo. Ce premier tome a été pour moi un véritable coup de cœur, c'est sans doute mon coup de cœur de la sélection que je suis en train de vous faire des livres que j'ai lus. J'ai vraiment adoré l'univers, les personnages, toute la proposition de l'auteur. Dans le manoir de Castle Cats, on va suivre Coven. Dans ce monde, on est dans un monde qui n'est pas le nôtre, dans lequel les chats peuvent faire de la magie. C'est d'ailleurs les seuls animaux qui arrivent à faire de la magie. Avec leurs griffes, ils peuvent dessiner des runes et ça fait des sortilèges. Covan veut intégrer une école de magie, donc le manoir de Castle Cats, qui est très très sélectif. C'est vraiment très très compliqué d'y aller et il part avec un sérieux handicap que je vous laisserai découvrir en lisant le roman parce qu'on ne le découvre pas tout de suite. Donc ça, je ne vais pas vous le révéler. Dans cette école, on apprend 3 types de magie. La magie, l'alchimie et la magie autour de tout ce qui va être mécanique. Covan, lui, entre dans l'école en espérant se lancer plutôt dans le 3e domaine, celui de la mécanique, parce qu'il est vraiment très très doué dans ce domaine. Cette première année va être très très difficile pour nos personnages, puisqu'il y a un événement qui est lié à l'univers, que je vous laisserai découvrir, qui perturbe la magie, qui amène certaines situations vraiment très très intéressantes. Les personnages sont vraiment géniaux puisqu'on va avoir ce personnage, Covan, qui est un personnage anxieux, qui a du courage en lui mais qui va pas foncer tête baissée. Il réfléchit avant d'y aller. Il va devenir ami avec un autre personnage qui, elle, est plutôt l'inverse. Elle fonce avant même de réfléchir. Elle y va, c'est une énorme gourmande et c'est un personnage très intéressant. Je trouve qu'ils se complètent très bien tous les deux, ils fonctionnent bien ensemble.
Il y en a d'autres aussi que je vous laisserai découvrir, mais moi, ils m'ont donné l'impression d'être une bande de copains, d'être mes copains, de faire partie de leur bande et ça, c'est très intéressant. À ça s'ajoute que, on est dans un monde où vraiment on croit que ce sont des chats puisque, dans ce monde, par exemple, notre personnage, il fait quand il est stressé, il fait des patounes. Il y a tout un rituel autour, du ronron, ce qui fait qu'on a à la fin une sorte de mélange entre la guerre des clans et Harry Potter. Terminons cette sélection de romans que j'ai lus pour la rentrée littéraire avec L'héritage de Judith Blackwood de Nathalie Somers va sortir le 27 septembre aux éditions Didier Jeunesse. À la mort de ses parents, Judith Blackwood va se retrouver sans rien, complètement ruinée. Elle découvre alors qu'il lui reste un grand-père paternel et elle décide d'aller le voir parce qu'il est son dernier espoir. Là-bas, elle va découvrir qu'il lui reste une famille puisque son grand-père a un demi-frère qui a lui-même une famille et il lui reste un cousin. Le grand-père va accepter de l'héberger alors qu'il ne pardonne absolument pas aux parents de Judith quelque chose qui s'est passé, une histoire qui s'est passée entre eux. Je vous laisserai découvrir. Quelque temps après, son grand-père va être retrouvé mort dans son bureau, très certainement assassiné. Va se suivre toutes sortes de péripéties et à chaque fois, tout indique que c'est Judith la coupable. Ce qui m'a beaucoup intéressée avec celui-ci, c'est qu'il va proposer un roman policier un peu à la manière d'Agatha Christie, mais à destination des plus jeunes parce que il est pour un public d'environ 12-13 ans. Moi, je l'ai beaucoup aimé pour son côté cluedo, très prenant. On sait, on se doute que Judith, elle est innocente, mais il va y avoir une enquête avec 2 agents de Scotland Yard et tout l'intérêt, c'est que eux ne pensent pas qu'elle est coupable, alors que tous les indices prouvent que Judith est coupable. Donc c'est là où se trouve l'intérêt de ce roman et la tension narrative, elle est vraiment ici. À ça s'ajoute que c'est une super autrice que moi j'aime vraiment beaucoup. J'adore sa manière de raconter des histoires aux enfants. Avec ce roman, Nathalie Somers nous offre une super porte d'entrée du roman policier pour les enfants. Passons maintenant à une autre sélection. Ce sont des romans que j'ai repérés pendant ma veille professionnelle en tant que bibliothécaire jeunesse pour la médiathèque. Et ceux-là, j'avais très envie de vous les conseiller, même si je ne les ai pas encore lus. Commençons par la sélection enfant avec On fait la paix d'Isabelle Rossignol qui est sortie le 22 août aux éditions Talent. Dans cette histoire, on va être auprès d'enfants dans une cour de récréation et ils se posent plein de questions par rapport à la guerre. Parce qu'ils ont entendu parler qu'il y a la guerre et ils se demandent si elle va arriver chez eux, si leurs parents vont devoir aller se battre. Ils ont vraiment très très peur. La maîtresse essaie de les rassurer, mais la peur, elle est toujours là. Ce qui est intéressant avec ce roman, c'est qu'on va aborder un sujet d'actualité et comment les enfants le comprennent et le vivent au quotidien. On a beaucoup parlé de la guerre en Ukraine et c'est un sujet qui est arrivé jusqu'au cours de récré et les enfants comprennent pas que ça se passe très très loin. Pour eux, ça va venir chez eux. Et c'est tout ce qu'aborde ce roman. C'est une super autrice puisqu'elle a aussi écrit chez Talent Haut La guerre des jupes où elle abordait une autre question de cours de récré de ces filles qui ont envie de se rebeller contre ces garçons qui sont tout le temps en train de leur soulever leurs jupes. C'est une super maison d'édition, Talent Haut, qui à chaque fois propose des sujets d'actualité et le fait vraiment très très bien. Et c'est pour toutes ces choses que celui-ci m'a paru très intéressant. Passons maintenant au roman Le clan du chaudron de David Brie qui est sorti le 24 août aux éditions Nathan. Le clan du chaudron, c'est en 2 tomes pour le moment. C'est un premier roman, donc ça s'adresse aux enfants à partir de 8 ans. Le clan du chaudron, c'est un clan de sorcières et on va être auprès d'elles dans une histoire d'aventure et d'humour. À chaque tome, les personnages, une bande d'amis, vont devoir résoudre des mystères qui ont eu lieu. Par exemple, la licorne de la sorcière a été transformée en cochon volant. Qui a fait ça? Pourquoi? Ou bien les sorcières sont toutes devenues jolies du jour au lendemain. On accuse fortement le clan des sirènes, mais est-ce vraiment lui qui a fait ça? Celui-ci, je vous le conseille pour son univers de fantasy qui a l'air vraiment très très chouette avec beaucoup d'humour, tous ces personnages, ce qu'il fait de ces personnages folkloriques
et l'humour qu'il a instillé dans ce roman. David Brie est un super auteur jeunesse que moi personnellement j'aime vraiment beaucoup. J'avais adoré ses romans précédents, Les Héritiers de Brizen, peut-être que vous connaissez, qui s'adressaient à un public un peu plus âgé. C'est pour ça que personnellement j'ai très envie de découvrir cette nouvelle série de cet auteur. Passons maintenant à l'agence Tout Terrain de Kate et Joel Temple qui est sortie le 30 août aux éditions Albin Michel. Dans ce roman, on va suivre une agence de détectives canines avec des détectives vraiment très nuls. Or, ils doivent résoudre une énigme, il y a un cambrioleur qui sévit et il faut l'arrêter. Ils sont tellement prêts à tout qu'ils vont embaucher Canine, un chat. Et c'est pas facile de s'intégrer quand on est un chat dans un monde de chiens. Ce roman policier m'a beaucoup intéressée puisqu'il va aborder des thématiques comme la différence et l'intégration à travers ce personnage de Canine. À ça s'ajoute qu'il a l'air bourré d'humour et j'ai cru voir dans des vidéos partagées par l'éditeur qu'il était richement illustré et ça c'est toujours très intéressant en jeunesse. Il m'a aussi fait beaucoup penser à Toto Ninja Chat, un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé, que je vous ai présenté dans une dernière vidéo sur les romans jeunesse que je conseille le plus à la médiathèque, que je vous invite à aller voir, je vous mets le petit lien pour aller la voir. Toto Ninja Chat, j'avais beaucoup aimé le procédé, notamment dans l'intégration des illustrations et le fait qu'il y avait un texte stylisé avec des mots-clés mis en gras, des textes écrits un peu plus gros pour dire que là, il y a de l'action ou ça parle un peu plus fort. Et j'ai l'impression que l'agence Tout Terrain reprend ce genre de dispositif et je trouve ça très intéressant pour les enfants puisqu'il doit s'adresser aux enfants pour les 8-9 ans environ. Passons maintenant à Gourou de secours d'Erwan Selznick qui va sortir le 20 septembre aux éditions École des loisirs. Pour devenir la star du lycée, Julien va s'inventer des pouvoirs de médium. Tout se passe très bien jusqu'au jour où plusieurs personnes sont persuadées qu'il a vraiment des pouvoirs et où ça va partir en catastrophe. Gourou de secours a l'air vraiment très drôle et il va aborder des thématiques que je trouve personnellement très intéressantes, comme par exemple le mensonge. Le mensonge et ses conséquences, comment il va nous dépasser et mettre le personnage principal en danger. Mais aussi la thématique du regard des autres, parce que mine de rien, si Julien invente ce mensonge, c'est pour paraître plus intéressant. Donc on a d'un côté le mensonge et de l'autre le rapport aux autres et le regard, ce qu'on a envie de montrer aux autres et qui n'est pas forcément soi. Passons maintenant à Le Claquiti, tome 1 de Laura Sanf qui va sortir le 11 octobre aux éditions Milan. Evie part à la recherche de sa tante qui a été kidnappée par le terrible et machiavélique Claquiti. Elle doit mettre la main sur 7 clés qui sont cachées dans 7 lieux hantés. Ce roman d'horreur nous propose un personnage qui me paraît très intéressant puisqu'il est décrit par l'éditeur comme étant à la fois courageux et anxieux. Ça a l'air d'un personnage complexe qui me donne très envie de le découvrir. L'éditeur explique que l'auteur met tellement de réalisme dans son histoire qu'elle fait vraiment peur, mais que son personnage est très rassurant. Moi, j'ai envie de découvrir ça. Parce que très souvent, avec les romans d'horreur, quand on a un personnage rassurant, ça permet à l'enfant d'avoir un côté cathartique dans sa lecture et surtout d'avoir cette thématique d'affronter ses peurs. Je sais pas pour vous, mais moi, ça m'intrigue énormément et tout ça me donne très envie de le lire. Peut-être aussi parce que j'aime beaucoup les romans d'horreur et pour la jeunesse, en dehors des chairs de poule, c'est toujours intéressant d'avoir d'autres propositions et c'est pour ça que je l'ai rajouté dans la sélection. Passons maintenant à la sélection spéciale ado avec La gardienne de la forêt de Nathalie Bernard qui est sortie le 23 août aux éditions Thierry Magnier. Les gardiens de la forêt, ce sont tout simplement des humains qui se sont donné comme mission de protéger la forêt amazonienne. Lorsque son frère a été tué par des bûcherons, Diana décide de rentrer dans le combat et de devenir à son tour la gardienne de la forêt. Avec ce roman, Nathalie Bernard s'est inspirée d'une histoire vraie. Elle a été touchée par l'histoire d'un militant écolo qui a été assassiné parce qu'il protégeait la forêt amazonienne de son défrichage. Elle a décidé de ne pas raconter son histoire, mais de reprendre cette idée de base pour un roman et de raconter l'histoire de ces militants écolos qui essaient de sauver et de préserver la forêt amazonienne. On est donc sur un sujet d'actualité
qui va aborder justement le combat écologique dans une histoire qui a l'air vraiment très poignante. J'aime beaucoup cette autrice. Comment elle raconte ses histoires. Elle a écrit précédemment une dystopie pour les ados et je crois que c'est la dystopie que j'ai pu lire que j'ai préférée. Donc ça me paraît très intéressant. Moi j'ai envie de la découvrir avec ce nouveau roman et cette thématique qu'elle aborde. Passons maintenant à Nos rêves envolés de Deborah J. Marazu qui est sorti le 7 septembre aux éditions Slalom. On va être avec David et Serena qui partagent la même passion, la danse. Mais le regard des autres les bride dans leur passion. Un concours va avoir lieu et va leur donner la chance de pratiquer cette passion qu'ils ont en commun. Mais là va se poser la question, doivent-ils le faire au grand jour ou le cacher à tout le monde? Puisqu'on est avec David qui est un personnage populaire, qui joue au basket, qui est très masculin et qui du coup ne veut pas que les autres découvrent sa passion. On est aussi avec Serena qui adore la danse mais qui a depuis quelque temps des formes et qui n'assume pas son corps et comment faire quand on est sur un art qui utilise à ce point le corps. Ce roman aborde donc la thématique de comment vivre sa passion malgré les qu'en dira-t-on et surtout comment on vit le regard des autres sur soi, comment on s'assume et comment on s'affirme. Elle le fait avec deux personnages très différents qui n'ont pas les mêmes problématiques, mais au final, c'est la même question. Comment on assume ce qu'on est et ce qu'on projette, ce que les autres voient. Et à cet âge-là, c'est des thématiques et des problématiques auxquelles les ados sont confrontés. Et j'ai trouvé ça très intéressant, l'angle que prenait ce roman pour aborder ces différentes thématiques. Passons maintenant à Océan de Nicolas Michel qui est sorti le 15 septembre aux éditions Talent Haut. En 2052, naît le premier bébé avec une écaille. 50 ans plus tard, plusieurs enfants sont nés avec cette particularité génétique qui leur permet de survivre sous l'eau. Notre personnage principal va participer à une course pour essayer d'intégrer la cité sous-marine d'Océan qui est dirigée par un homme qui prône une forme de politique très radicale. Nous sommes donc là face à un roman d'anticipation qui va parler de tyrannie, de protection de la planète avec un militantisme très radical. Puisqu'on est avec ce personnage qui gère la cité sous-marine qui, et moi je trouve que ça dit tout, qui se s'autoproclame Messie. Ça donne le ton à la forme politique qu'il a instaurée dans cette cité sous-marine. Les questions que voulait aborder aussi l'auteur à travers tout ça, c'est la protection des fonds marins, puisque c'est une partie de la planète qu'on n'a pas encore explorée, et il avait envie de parler écologie, protection de la planète, mais en mettant son histoire spécifiquement dans les fonds marins pour aborder cette thématique. Et j'ai très envie, moi personnellement, de découvrir ce roman d'anticipation, même s'il aborde, c'est vrai, des thématiques qu'on a déjà vues ailleurs, comme la tyrannie, mais il a un angle intéressant, moi, qui m'intrigue et qui me donne très envie d'aller découvrir cette cité sous-marine. Terminons cette vidéo avec L'enfant de la Chèbe de Nathan Gibert qui va sortir le 21 septembre aux éditions Gulfstream. Nomade, Djibril se déplace dans le désert avec sa famille à la suite de la Chèbe, une prairie éphémère qui leur sert de source de nourriture. Un jour, toute sa famille va être kidnappée par des hommes de la côte. Djibril va donc partir à leur recherche. L'enfant de la Chèbe est une fable écologique orientale et ça m'a beaucoup intriguée, c'est l'éditeur qui le qualifie comme ça et moi j'ai très envie d'aller découvrir ce que c'est et à quoi ça ressemble. À ça s'ajoute qu'il va aborder des thématiques que je trouve très intéressantes aussi, qui vont être par exemple la question des ressources. Mais aussi, et ça c'est grâce aux fiches pédagogiques que vous pouvez trouver sur le site de la maison d'édition, ils font ça à chaque livre et c'est toujours très intéressant parce que ça permet d'accompagner une discussion avec les enfants autour du livre. Et donc, il présente dans cette fiche pédagogique d'autres thématiques que le résumé ne m'a pas laissé deviner de prime abord, qui vont être des thématiques autour de l'homosexualité, mais aussi autour de l'héritage et du destin. Puisque la Chèbe, c'est une prairie, qui suit les pluies et qui existe vraiment dans le monde réel, c'est pas une invention de l'auteur. Mais là, on va être sur un Nacheb un peu mystérieux et on va être auprès de Djibril, un enfant pas tout à fait comme les autres. Tout ça me paraît
très mystérieux et a titillé ma curiosité. Et c'est pour ça que j'ai très envie de découvrir ce roman. Et voilà, c'était mes sélections de la rentrée littéraire jeunesse. J'espère que ça vous a plu et que je vous ai donné envie de lire et de découvrir l'un des romans. N'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire votre avis si vous avez si vous avez déjà lu un des romans que je vous ai présentés ou si vous avez repéré d'autres romans de la rentrée littéraire que vous avez aussi, vous aussi, très envie de nous faire découvrir. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Salut!